L'année 1945 est considérée comme l'année zéro en Allemagne. Le pays est en ruine et les pertes humaines et territoriales sont considérables. En effet, suite aux décisions prises par les trois grands, l'Union soviétique, les États-Unis et le Royaume-Uni, durant les conférences de Yalta et de Potsdam, l'Allemagne perd définitivement tous les territoires annexés après 1937. La Prusse orientale est partagée entre la Pologne et l'Union soviétique. De plus, la Pologne reçoit une large partie du territoire allemand, principalement à l'est de la ligne Oder-Neisse. Les vainqueurs décident en outre de diviser l'Allemagne en 4 zones d'occupation, une britannique, une française, une américaine et une soviétique. La ville de Berlin, située en plein cœur de la zone soviétique, est aussi divisée en 4 secteurs. Berlin-Ouest est occupé par les Français, les Britanniques et les Américains. Berlin-Est est occupé par les Soviétiques. Pour approvisionner les secteurs berlinois, Britanniques, Français et Américains obtiennent des accès terrestres et aériens. Très rapidement, les tensions montent entre les puissances occidentales et l'URSS. En effet, entre 1946 et 1948, l'Union soviétique installe des régimes pro-soviétiques en Europe de l'Est. En 1946, Churchill utilise l'expression « rideau de fer » pour exprimer la division de l'Europe en 2 camps opposés, le bloc de l'Est, dominé par l'Union soviétique, et le bloc de l'Ouest, dominé par les États-Unis. Dès lors, l'Allemagne devient un enjeu de la guerre froide. Le blocus de Berlin est la première grande crise de la guerre froide. En 1948, les autorités américaines, britanniques et françaises fusionnent leurs 3 zones. En réaction, l'URSS ferme les routes et les voies ferrées entre Berlin-Ouest et l'Allemagne occidentale. Une épreuve de force s'engage entre les Américains et les Soviétiques, entre Truman et Staline. La réaction américaine au blocus est immédiate et consiste en un pont aérien de C-54 pour ravitailler Berlin-Ouest. À Berlin, le bras de fer entre les Américains et les Russes se poursuit depuis bientôt 1 an. Enclavé dans la zone d'occupation soviétique, le secteur occidental de la capitale en ruine ne tient que grâce à l'extraordinaire pont aérien mis en place par l'US Air Force. Jour après jour, 275 000 vols y acheminent 2 500 000 tonnes de marchandises. Une centrale électrique est même livrée en pièces détachées avec son charbon. Enfin, le 4 mai, après une longue négociation et une interminable attente, c'est la délivrance. Un communiqué annonce au monde que le blocus sera levé. Staline a cédé. Cette situation aboutit à la constitution de 2 États, la République fédérale d'Allemagne, créée en mai 1949, dont la capitale est Bonn, et la République démocratique allemande, créée en octobre 1949, dont la capitale est Berlin-Est. La RDA doit affronter un autre problème de taille. Depuis sa création, elle subit un flot d'émigration croissant vers la RFA, particulièrement à Berlin. Ces populations sont attirées par le niveau de vie plus élevé et les plus grandes libertés accordées à l'Ouest. Tant et aussi longtemps que la frontière était ouverte, il était relativement facile de se rendre à l'Ouest. Il suffisait de prendre le métro et on était dans un autre monde. C'était vraiment un système de fou. Imaginez-vous passer du socialisme entre guillemets au capitalisme en 2 minutes. Tous les mois, des milliers d'Allemands de l'Est s'enfuient par la frontière ouverte de Berlin et trouvent refuge à l'Ouest. La plupart des réfugiés sont jeunes et qualifiés, mais leur départ est une hémorragie fatale pour l'économie est-allemande. Environ 3 millions d'Allemands fuient la RDA par Berlin entre 1949 et 1961, privant le pays d'une main-d'œuvre qualifiée. En 1961, Khrouchtchev doit pourtant mettre un terme à l'hémorragie de population qui quitte la RDA pour la RFA en passant par Berlin-Ouest. Un mur de 46 km de long est construit à Berlin
dans la nuit du 12 au 13 août 1961. Sous la surveillance de gardes armés, les équipes d'ouvriers commencent à ériger une barrière de fils de fer barbelés au centre de la ville. La barrière divise Berlin. Des familles sont séparées. Trois jours plus tard, on commence à remplacer les barbelés par des blocs de béton. Le mur de Berlin s'élève le long de la limite des secteurs scindant la ville en deux et encerclant complètement Berlin-Ouest. À Berlin-Ouest, le moral est bas. À l'est, les gens risquent la mort en tentant de s'enfuir par les dernières brèches de la barrière. L'assistance aux fugitifs devient une tâche routinière pour le service des incendies de Berlin-Ouest. Voici sans doute les scènes les plus dramatiques jamais tournées à Berlin. Tout en lançant ses affaires de la fenêtre d'un appartement qui donne sur la frontière de l'Ouest, un fugitif s'apprête à sauter vers la liberté, dans un filet tenu par des policiers et des pompiers de Berlin-Ouest. Voici ici un sauvetage encore plus extraordinaire. Quelques Allemands sympathiques à la cause d'une femme courageuse tentent d'assurer sa fuite. Pendant que la police communiste essaie de la retenir par la fenêtre, on la tire par les pieds vers la liberté. C'est une séquence à donner froid dans le dos que la caméra des Nouvelles du Jour capte jusqu'à sa conclusion dramatique. Elle est enfin sauve. Les Allemands de l'Est bloquent même cette dernière échappatoire. Les gens se sauvent par les lacs et les canaux, s'accrochent sous les trains, se cachent dans les voitures, escaladent les barrières sous les tirs des gardes. Des centaines échouent, plusieurs y perdent la vie. Malgré la souffrance de la population, l'Allemagne de l'Est justifie le mur comme un rempart pour la paix. Les Allemands de l'Est le rehaussent et ils ajoutent des clôtures, des fils barbelés et des obstacles anti-chars. Les Occidentaux n'interviennent pas, ce qui est une nouvelle déception pour de nombreux Allemands. Cependant, le 26 juin 1963, le président Kennedy se rend à Berlin-Ouest et prononce un célèbre discours de soutien aux Berlinois de l'Ouest. All free men, wherever they may live, are citizens of Berlin. And therefore, as a free man, I take pride in the words, Ich bin ein Berliner. À partir de 1985, le nouveau premier secrétaire du Parti communiste d'Union soviétique, Mikhaïl Gorbatchev, souhaite démocratiser l'Europe de l'Est. Il promeut la glasnost, la transparence, qui favorise la liberté d'expression et l'accès à l'information. Mais il est rapidement débordé. En Pologne, des élections libres sont organisées en août 1989, amenant au pouvoir le premier gouvernement non communiste du bloc de l'Est. Le gouvernement hongrois démantèle le rideau de fer séparant la Hongrie et l'Autriche. Par la brèche, ainsi ouverte, 720 000 Est-Allemands gagnent l'Ouest et passent en République fédérale. Après la visite de Gorbatchev en Allemagne de l'Est, en octobre 1989, des manifestations populaires réclament des réformes démocratiques et la fin du monopole communiste. Le dirigeant Honecker est poussé à la démission. Le 9 novembre 1989, le mur de Berlin, symbole de la guerre froide, tombe. Ils sont debout sur le mur, figés dans l'histoire. Ils sont déjà de l'autre côté du mur. Ils sont des milliers à Berlin, côté ouest, porte de Brandebourg. Ce mur qui pendant 28 ans, 2 mois et 27 jours fut leur prison. Ce mur
symbole de la guerre froide, est devenu la veille celui de la liberté. L'histoire a basculé le 9 novembre, balayée par quelques phrases. Le porte-parole du Politburo annonce à la surprise générale que les restrictions de voyage pour tous les citoyens de la RDA sont levées immédiatement. Ces quelques mots résonnent alors dans tout Berlin et propulsent aussitôt au poste frontière les habitants de l'Est. Là, les gardes sont très vite débordés et tentent de vérifier l'information, mais en vain. Ils ne peuvent contenir la foule qui scande « Ouvrez les portes, ouvrez les portes !» Une foule ivre déjà de joie. Le responsable du contrôle finalement capitule et ordonne l'ouverture des barrières. Le mur de Berlin est tombé. Je peux pas le croire, c'est merveilleux, c'est fantastique. Ça faisait 3 ans que j'avais demandé à venir à Berlin-Ouest et j'y suis. Berlin-Est arrive à l'Ouest dans l'euphorie générale, accueilli à bras ouverts par l'autre Berlin. Sur le mur, devenu le lieu de rendez-vous d'un peuple qui se retrouve, champagne et marteau. L'Est et l'Ouest, côte à côte, entreprennent de détruire ce mur de la honte. Les autorités de l'Est interviennent alors à coups de jet d'eau. Mais le lendemain, ces mêmes autorités sont submergées, baissent les bras et même entrent dans le jeu. Ici, elles aident un Berlinois à remonter sur ce mur. Plus loin, l'heure est à la plaisanterie, avec l'autre côté du mur. Puis ce sont les présentations entre gardiens de l'Est et de l'Ouest, sous les applaudissements. Il n'y a plus de frontières, il n'y a qu'un Berlin. Une révolution pacifique qui est venue célébrer, à quelques mètres de Checkpoint Charlie, Mieczysław Rostropowicz. Le célèbre violoncelliste joue Bach devant un public avide de liberté. Ce mur était comme une déchirure dans mon cœur, dira-t-il plus tard. Le mur, emblème de la guerre froide, se casse, se brise. Des pans entiers sont démontés. Ce ne sont pas des blindés, mais un convoi de trabants qui envahit l'Ouest. Moment grandiose d'une ville en liesse. Et devant les banques, ce sont des files d'attente interminables. Il faut près de 5 heures pour récupérer les 100 Deutschmark de bienvenue qu'offre l'Allemagne de l'Ouest, la société de consommation, à ses hôtes de l'Est. À Berlin, on danse, on pleure, on rit. Une page de l'histoire s'est tournée dans l'allégresse. 1990 est signé le traité 4+2, marquant l'unification de l'Allemagne. La RDA se fond dans la CEE et Berlin redevient la capitale du pays.